La confiance est une denrée rare dans le monde du catch professionnel. Et les amitiés peuvent être tout aussi imprévisibles que les matchs eux-mêmes. Certains liens semblent indéfectibles jusqu'à ce que les égos, l'ambition ou les drames personnels s'en mêlent. Au fil des ans, nous avons assisté à des trahisons choquantes, non seulement dans des moments scénarisés sur le ring, mais aussi dans des situations réelles qui ont mis fin à des amitiés pour de bon. Qu'il s'agisse de poignards dans le dos de partenaires d'équipe ou de rancunes personnelles dépassant le cadre du catch, ces moments nous rappellent qu'à la WWE, les amitiés peuvent être aussi fragiles qu'une chaise en acier dans le dos. Jetons un coup d'œil à quelques-unes des trahisons les plus infâmes de l'histoire de la WWE. Triple H trahit Shawn Michaels, une amitié poussée à son paroxysme. Nous commençons par l'un des duos les plus légendaires de la WWE, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ring, Triple H et Shawn Michaels. Membres fondateurs de la Dégénération X, ils ont redéfini l'attitude Era, apportant chaos, rébellion et moments inoubliables à la télévision de la WWE. Mais ce que beaucoup de fans ignorent peut-être, c'est que leur lien n'a pas toujours été indéfectible. Avant que Michaels ne change de vie, il luttait contre de graves démons personnels, notamment une dépendance aux analgésiques, ce qui a provoqué des tensions entre lui et Triple H. Au plus bas, Michaels s'est présenté visiblement sous l'emprise de l'alcool lors d'un événement de la WWE. Son comportement erratique a forcé Triple H à prendre une décision difficile. Il le renvoie chez lui. Cette décision a creusé un fossé entre eux et Michaels a refusé de parler à Triple H pendant plus d'1 an. Pendant cette période, Michaels a pris une décision qui a changé sa vie. Il s'éloigne du catch, trouve la religion et met de l'ordre dans sa vie. Pendant ce temps, Triple H poursuit son ascension au sein de la WWE, s'imposant comme l'une des plus grandes vedettes de la compagnie. Lorsque Michaels est prêt à revenir, leur amitié a changé, mais, espérons-le, uniquement sur le ring. En 2002, la WWE a annoncé l'ultime réunion. Michaels a convaincu Triple H de se joindre à lui lors de l'émission Monday Night Raw, laissant entrevoir le retour tant attendu des DX. Les fans ont explosé lorsque les deux hommes se sont retrouvés côte à côte, prêts à reprendre leurs habitudes rebelles. Et comme si de rien n'était, Triple H a assommé Michaels avec un pedigree. La foule s'est tue. La réunion de DX, morte avant même d'avoir commencé. Bien que cette attaque fasse partie d'une intrigue, c'était aussi une trahison symbolique de leur passé. Triple H était passé à autre chose, devenant l'un des plus grands méchants de la WWE, tandis que Michaels cherchait encore sa place. Leur amitié dans la vie réelle avait déjà été mise à l'épreuve, mais à l'intérieur du ring, il ne s'agissait que d'affaires, et les deux se sont réconciliés dès que Michaels s'est rétabli. Randy Orton fait virer Mr. Kennedy, une carrière écourtée. Certaines amitiés prennent plus de temps à se réparer, et en voici un exemple. Au milieu des années 2000, Mr. Kennedy était l'une des stars les plus en vue de la WWE. Avec une personnalité arrogante, de solides compétences dans le ring et une gimmick qui rendait les fans accros, il semblait destiné à la grandeur. Il a même remporté la mallette Money in the Bank à WrestleMania 23, se positionnant ainsi comme un futur champion du monde. Mais le destin, et plus particulièrement Randy Orton, avait d'autres projets. Kennedy et Orton se connaissaient depuis leur période de développement et, même s'ils n'étaient pas les amis les plus proches, ils faisaient tous deux partie de l'élite de la WWE. Cependant, les échecs constants de Kennedy, y compris les blessures et les violations de la politique de bien-être, ont fait dérailler son élan. Lorsqu'il est revenu d'une nouvelle absence en 2009, la WWE l'a fait participer à un grand match par équipe à 10 à Raw. Mais ce soir-là, son destin est scellé. Au cours du match, Kennedy a exécuté un back suplex sur Orton, mais le mouvement a mal tourné. Orton a atterri maladroitement sur son épaule et était visiblement contrarié. En coulisses, les tensions ont explosé. Orton a accusé Kennedy d'avoir été imprudent sur le ring et, au lieu de considérer cela comme un accident,
l'incident, il aurait porté plainte directement auprès de Vince McMahon. Kennedy a ensuite affirmé qu'Orton, ainsi que John Cena, avaient fait pression sur la direction pour qu'elle le libère. Orton a cependant nié avoir fait renvoyer Kennedy, mais a admis qu'il refusait de travailler à nouveau avec lui pour des raisons de sécurité. Quelle que soit la vérité, Kennedy a été renvoyé de la WWE quelques jours seulement après l'incident. Considéré comme un futur champion de la WWE, la carrière de Mr. Kennedy ne s'est jamais rétablie. Il a connu une période oubliable à la TNA et a fini par s'effacer sur la scène indépendante. Pendant ce temps, Randy Orton a continué à dominer la WWE en tant que l'une de ses plus grandes stars. Et ce n'est que quelques années plus tard qu'Anderson et Orton ont mis de côté leurs différends. CM Punk et Colt Cabana, de frères à ennemis acharnés. Alors que vous pensiez que les amitiés dans le catch ne pouvaient pas être plus compliquées, l'histoire suivante passe du ring à la salle d'audience. CM Punk et Colt Cabana étaient autrefois inséparables. Tous deux originaires de Chicago, entraînés par Ace Steel, ils tentaient de se faire un nom dans le monde du catch. Alors que Punk a atteint la célébrité à la WWE, Cabana a suivi un chemin différent, rencontrant le succès à la Ring of Honor et dans le circuit indépendant. Mais malgré leurs trajectoires différentes, leur amitié est restée forte, du moins pendant un certain temps. Après le départ explosif de Punk de la WWE en 2014, il a fait la une des journaux du monde entier pour avoir exprimé ses griefs sur le podcast de Colt Cabana, The Art of Wrestling. Dans cet épisode désormais célèbre, Punk s'en est pris à la WWE, dénonçant leur environnement de travail toxique, la mauvaise gestion de ses blessures par la compagnie et ciblant spécifiquement le médecin de la WWE, Chris Amann. L'épisode a fait le tour d'Internet, ce qui a conduit la WWE et le Dr Amann à intenter un procès en diffamation contre Punk et Cabana. Dans un premier temps, Cabana a soutenu son meilleur ami, et les deux ont mené la bataille juridique ensemble. Mais Cabana a ensuite affirmé que Punk avait promis de couvrir ses frais de justice avant que Punk ne se retire, le laissant gérer ses propres frais de justice. Punk, quant à lui, a prétendu que Cabana essayait de profiter de la situation et qu'il n'avait jamais accepté de tout payer. Les choses n'ont fait qu'empirer lorsque Cabana a assisté à un événement de la WWE alors qu'il était toujours impliqué dans le procès. Pour Punk, il s'agissait de la trahison ultime. Comment son soi-disant meilleur ami pouvait-il se montrer dans la société qui essayait de le détruire financièrement? À partir de ce moment, leur amitié est terminée. Punk a rayé Cabana de sa vie et les deux hommes ne se sont plus parlé depuis. Bob Holly et Steve Austin. Quand le succès brise les amitiés. Si les batailles juridiques peuvent détruire les amitiés, la célébrité peut faire tout autant de dégâts. Et personne ne le sait mieux que Bob Holly lorsqu'il s'agit de Stone Cold, Steve Austin. Au milieu des années 90, le monde du catch est en difficulté. Le vestiaire de la WWE était un groupe très uni, avec de petites factions qui se formaient au sein de l'équipe. Bob Holly et Steve Austin sont arrivés dans la compagnie à peu près au même moment, et ils ont naturellement développé des liens. Les deux hommes sont connus pour leur dureté et leur attitude sans état d'âme, ce qui fait d'eux des âmes sœurs dans une industrie qui récompense le courage et la détermination. Cependant, alors que la carrière d'Austin montait en flèche, leur amitié n'a pas survécu. Le Texas Rattlesnake est passé du statut de simple membre de l'équipe à celui de l'une des plus grandes superstars de l'histoire du catch. Son ascension vers la gloire pendant l'attitude era lui a permis d'atteindre des niveaux de réussite que peu de gens ont atteints, en s'imposant comme le leader de la WWE et une icône de la culture pop. Mais alors que l'étoile d'Austin n'a cessé de monter, la carrière de Bob Holly est restée en milieu de tableau. Et selon Holly, c'est à ce moment-là que la dynamique entre eux a changé. Il affirme qu'une fois qu'Austin est devenu une méga star, il a commencé à se comporter comme un gros bonnet et s'est éloigné de ses anciens amis, y compris de lui. Holly, qui se targuait d'être loyal, a pris cela comme une trahison personnelle. L'amitié qui les unissait autrefois ne s'est jamais rétablie. Holly a clairement indiqué dans des interviews qu'il en voulait toujours à Austin, estimant que le Texas Rattlesnake avait abandonné la camaraderie qu'ils avaient bâtie au cours de leurs premières années d'existence. De son côté, Austin n'a jamais répondu publiquement aux commentaires de Holly, ce qui donne l'impression que leur amitié et toute chance de réconciliation appartient au passé. Tommy Dreamer et Paul Heyman, quand la loyauté ne signifiait rien.
Parfois, les blessures les plus profondes viennent des affaires. Peu de catcheurs se sont sentis aussi trahis que Tommy Dreamer lorsque Paul Heyman a quitté la ECW. Dreamer était le cœur et l'âme de la ECW, une compagnie qui repoussait les limites du catch avec son style extrême et sans concession. Paul Heyman, le cerveau de l'ECW, avait bâti la compagnie sur le dos de catcheurs loyaux et travailleurs, et personne n'incarnait mieux cet esprit que Dreamer. Il a saigné pour l'ECW, littéralement. Nuit après nuit, il a infligé à son corps des punitions inimaginables, tout cela pour l'amour de la marque et la promesse que Heyman construisait quelque chose qui valait la peine d'être combattu. Mais en coulisses, l'ECW était en ruine financière. Heyman était connu pour être un génie créatif, mais un homme d'affaires désastreux. Il faisait des chèques sans provision, ne payait pas les catcheurs à temps et assurait constamment à son équipe que les choses allaient s'arranger. Malgré tout, Dreamer est resté fidèle. Alors que d'autres partaient pour la WCW ou la WWE, il restait fidèle à l'ECW, croyant en la vision de Heyman. Cette loyauté a volé en éclats en 2001. Alors que l'ECW est sur le déclin, Heyman abandonne le navire. Au lieu de se battre pour sauver la société qu'il avait créée, il a rejoint la WWE et remplacé Jerry the King Lawler en tant que commentateur à Raw. Pendant ce temps, Dreamer tente de maintenir à flot un navire en perdition avant que l'ECW ne ferme ses portes plus tard la même année. Pendant des années, Dreamer a nourri du ressentiment envers Heyman, se sentant trahi après avoir consacré une grande partie de sa carrière à l'ECW pour finalement être laissé pour compte. Heureusement, le temps guérit toutes les blessures et les deux se sont réconciliés depuis. Ils se sont même retrouvés pour une émission spéciale de la WWE Network sur l'ECW, prouvant que même dans le catch, certaines trahisons peuvent être pardonnées. Hulk Hogan et Randy Savage, les Mega Powers explosent. Aucun lien n'est à l'abri lorsque l'ambition et les conflits personnels s'entrechoquent, même celui entre Hulk Hogan et Macho Man Randy Savage. En 1987, la WWE a capitalisé sur le pouvoir des deux hommes en formant les Mega Powers, une équipe de rêve qui réunissait les deux plus grands noms de l'ère dorée. Avec Miss Elizabeth à leur côté, Hogan et Savage dominent la compétition, éliminant des équipes comme The Hart Foundation et The Twin Towers. Mais alors que leur alliance semble inarrêtable sur le ring, les tensions en coulisses et à la télévision commencent à monter. Savage était célèbre pour sa possessivité à l'égard d'Elizabeth, tant dans la vie réelle que dans les intrigues de la WWE. Il ne faisait pas confiance aux autres catcheurs en sa présence, et cette paranoïa s'étendait même à son partenaire de l'équipe tag. Le point de rupture est survenu lors d'un match de l'émission Saturday Night's Main Event en 1989, lorsqu'Elizabeth a été accidentellement assommée au bord du ring. Hogan, en héros, la porte à l'arrière pour qu'elle reçoive des soins médicaux, laissant Savage seul sur le ring. Cela a rendu Savage furieux, qui a accusé Hogan d'essayer de lui voler Elizabeth. La tension a débouché sur une confrontation en coulisses où Savage a attaqué Hogan, dissolvant officiellement leur équipe de tag et faisant de Macho Man l'un des heels les plus détestés de la WWE à l'époque. Leur querelle culmine à WrestleMania 5 où Hogan bat Savage pour remporter le championnat de la WWE. Mais le mauvais sang n'était pas seulement pour le spectacle. Dans la vraie vie, Savage croyait sincèrement que Hogan avait une liaison avec Elizabeth, une affirmation qui est restée un point de discorde pendant des années. Leur querelle s'est prolongée au-delà de la WWE, Savage s'en prenant à Hogan dans des interviews et même dans sa musique. Son album de rap Be a Man, sorti en 2003, contenait un morceau entièrement consacré au Hulkster. Malgré toute cette animosité, les deux hommes ont fini par se réconcilier avant le décès de Savage en 2011. Cependant, leur dispute légendaire reste l'une des trahisons les plus emblématiques de la WWE. Edge trahit Matt Hardy, un triangle amoureux bien réel. La romance a toujours été un jeu dangereux dans le catch, et peu de trahisons ont autant brouillé la frontière entre fiction et réalité que le triangle amoureux entre Edge, Matt Hardy et Lita. À la fin des années 90 et au début des années 2000, Edge et Christian, ainsi que les Hardy Boys, ont révolutionné le catch par équipe, volant la vedette lors d'événements comme WrestleMania X7. En coulisses, Edge et Matt étaient également des amis proches, mais tout cela a changé en 2005. Matt Hardy sortait avec Lita depuis
depuis des années et ils formaient l'un des couples les plus appréciés de la WWE. Cependant, lorsque Hardy a été mis sur la touche à cause d'une blessure, puis renvoyé de la WWE, Lita s'est rapprochée d'Edge. Ce qui n'était au départ qu'une relation à l'écran s'est rapidement transformé en une véritable liaison. Le cœur brisé, Hardy s'est rendu sur Internet pour les dénoncer publiquement. Les fans se sont ralliés à lui, forçant la WWE à le réembaucher et à transformer le scandale réel en une querelle. Sur le papier, cette querelle avait tout pour devenir une rivalité légendaire. Mais au lieu d'une guerre déterminante pour sa carrière, la querelle s'est avérée décevante et unilatérale. Hardy a perdu contre Edge à SummerSlam, un match qui a été interrompu en raison d'une perte de sang excessive. Bien qu'il ait réussi à prendre sa revanche dans une cage d'acier à Unforgiven, la rivalité s'est terminée par une victoire décisive d'Edge sur Hardy dans un match Loser Leaves Raw. Hardy est alors envoyé à SmackDown, tandis qu'Edge devient l'une des plus grandes stars de la Ruthless Aggression era. Lita, quant à elle, s'est pleinement investie dans son rôle de meilleure heel féminine de la WWE, aidant Edge à consolider son statut de Rated R Superstar. En fin de compte, Hardy a perdu non seulement sa petite amie, mais aussi la feud. Il s'agit d'une trahison où le vrai méchant est sorti vainqueur. Matt Hardy et Paul London, un autre chagrin d'amour, une autre trahison. S'il y a un catcheur qui connaît bien les triangles amoureux, c'est bien Matt Hardy. Après le scandale de Edge et Lita, Hardy s'est retrouvé au cœur d'une nouvelle trahison, impliquant cette fois Paul London et Ashley Massaro. Hardy et London avaient de nombreux points communs. Tous deux étaient des preneurs de risques de haut vol qui se sont fait un nom dans la division tag team de la WWE. Hardy aux côtés de Jeff Hardy et London avec Brian Kendrick. Tous deux étaient des favoris des fans, connus pour leur style casse-cou. Pendant un certain temps, ils ont été liés à Ashley Massaro. Hardy avait commencé à sortir avec Massaro après sa rupture douloureuse avec Lita, semblant prendre un nouveau départ. Mais cet espoir a été de courte durée. Comme auparavant, Hardy a été trahi par quelqu'un qu'il considérait comme un ami proche. Massaro l'aurait trompé avec Paul London, brisant leur relation et ruinant toute amitié entre les deux hommes. Contrairement au précédent chagrin d'amour d'Hardy, cette trahison n'a jamais fait partie des intrigues de la WWE. Mais il était impossible d'ignorer la tension qui régnait dans la vie réelle entre Hardy et London. London a ouvertement admis dans des interviews qu'il nourrissait toujours du ressentiment à l'égard de Hardy, déclarant une fois sans détour « Tout ce dont je me souviens, c'est que je déteste Matt Hardy ». Par la suite, la carrière de London à la WWE s'est effondrée. Il a été libéré en 2008 après être tombé en disgrâce dans les coulisses, tandis que Hardy a continué à évoluer, faisant finalement un retour triomphal à la WWE à WrestleMania 33 aux côtés de son frère Jeff. Une fois de plus, Hardy a eu le cœur brisé, mais contrairement à London, il a trouvé le moyen de se reconstruire. Shawn Michaels et Bret Hart, la trahison qui a changé le catch pour toujours. Peu de rivalités dans l'histoire du catch ont autant brouillé les frontières entre la fiction et la réalité que celle entre Shawn Michaels et Bret Hart. Ce qui a commencé comme une amitié compétitive mais respectueuse entre deux des plus grandes stars de la WWE au début des années 90 s'est rapidement transformé en l'une des trahisons les plus tristement célèbres de l'histoire du catch. À une époque, Michaels et Hart avaient une admiration mutuelle pour leurs compétences sur le ring. Ils étaient tous deux au sommet de leur art et ont porté la WWE jusqu'au milieu des années 90 avec des matchs inoubliables. Mais au fur et à mesure que leur carrière progressait, leurs tensions personnelles et professionnelles s'intensifiaient. Hart, un fier traditionnaliste, croyait en l'honneur du métier, tandis que Michaels incarnait l'air rebelle, axé sur l'attitude, qui était en train de prendre le dessus. Leurs différends se transforment en attaques personnelles, les deux hommes s'attaquant l'un l'autre à l'écran et hors de l'écran. Tout a atteint son paroxysme lors des Survivor Series de 1997, lors de ce qui allait être connu sous le nom de Montreal Screwjob, un événement qui a changé à jamais l'industrie du catch. Hart, qui devait partir pour la WCW, était censé abandonner le championnat de la WWE selon ses propres termes, mais Vince McMahon a d'autres projets. À l'insu de Hart, McMahon et Michaels ont orchestré une fin controversée, forçant l'arbitre à appeler la cloche alors que Hart était encore dans sa
propre prise de soumission, accordant ainsi le titre à Michaels. La trahison ne s'est pas limitée à ce qui s'est passé sur le ring, c'est aussi ce qui s'est passé après. En coulisses, un Hart furieux a confronté Michaels et lui a demandé s'il était impliqué. Michaels a juré qu'il n'en avait aucune idée, affirmant qu'il était tout aussi choqué que Hart. Mais des années plus tard, Michaels a finalement admis ce que tout le monde savait déjà. Il était dans le coup depuis le début. Les retombées ont été brutales. Hart a quitté la WWE en se sentant complètement trahi, Michaels a poursuivi son ascension vers la célébrité et McMahon s'est consolidé en tant que méchant ultime du catch. Il a fallu plus d'une décennie pour que Michaels et Hart se réconcilient enfin à l'écran en 2010, mais le Montréal Screwjob reste l'une des trahisons les plus notoires de l'histoire du catch. Jim Cornette et Paul Heyman, une guerre de mots et de coups d'éclat. Comme nous l'avons vu précédemment, lorsque les affaires sont en jeu, les trahisons peuvent survenir en un clin d'œil. Jim Cornette et Paul Heyman étaient deux des esprits les plus influents du catch professionnel, mais ils étaient également très opposés. Cornette, un traditionnaliste qui croyait aux valeurs du catch à l'ancienne, méprisait la philosophie plus chaotique de Heyman, où tout était permis. Leur rivalité a débuté à la fin des années 80, lorsque les deux hommes dirigeaient différentes versions du Midnight Express. La querelle à l'écran s'est étendue à la vie réelle, conduisant à une haine légitime qui dure depuis des décennies. Cependant, leur véritable rupture est survenue des années plus tard, lorsque les deux hommes ont lancé leur propre promotion, la Smoky Mountain Wrestling de Cornette et l'Extreme Championship Wrestling de Heyman. Cornette avait fondé la SMW sur les valeurs du catch sudiste, tandis que Heyman redéfinissait l'industrie avec le style hardcore et nerveux de l'ECW. Les deux hommes s'attaquaient déjà l'un à l'autre, mais Heyman a porté les choses à un autre niveau, avec un geste que Cornette n'a jamais pardonné. Cornette avait une équipe populaire à la SMW, connue sous le nom de The Gangstas, composée de New Jack et Mustafa Saed. Ils étaient l'un des groupes les plus controversés du catch à l'époque, s'attirant les foudres de tous avec leurs promos et leurs pitreries sur le ring qui repoussaient les limites. Heyman a vu leur potentiel et, dans un geste qui a rendu Cornette furieux, les a attirés à l'ECW sans le prévenir. Pour Cornette, il s'agit là de la trahison ultime. À ses yeux, Heyman ne s'est pas contenté de débaucher des talents. Il l'a dévalorisé et a nui à son entreprise par la même occasion. Cette décision n'a fait qu'approfondir la rancune personnelle qui les opposait et, à ce jour, Cornette n'a jamais caché ses sentiments à l'égard d'Heyman. Il l'a traité à plusieurs reprises de menteur, d'escroc et de l'une des pires personnes de l'industrie, tandis que Heyman a largement ignoré les critiques, continuant à construire son héritage dans le catch, mais seulement pendant un certain temps. Contrairement aux autres trahisons de cette liste, celle-ci n'a jamais eu de résolution. Cornette et Heyman ne se sont jamais réconciliés, et compte tenu de la nature enflammée de Cornette, on peut dire sans risque de se tromper qu'ils ne le feront probablement jamais. Hulk Hogan et Vince McMahon, un héritage de trahison. Enfin, s'il est une relation dans le catch qui définit parfaitement l'expression « ce n'est que du business », c'est bien le partenariat tumultueux entre Hulk Hogan et Vince McMahon. Au fil des décennies, ces deux hommes ont bâti ensemble un empire, l'ont démoli, se sont trahis l'un l'autre et, d'une manière ou d'une autre, ont toujours retrouvé le chemin des affaires. Hogan a été l'ultime création de Vince McMahon. Plus que The Rock, Stone Cold ou John Cena, Hulkamania était le modèle de tout ce que Vince voulait que la WWE soit, plus grande que la vie, familiale et dominante à l'échelle mondiale. Hogan a été la tête d'affiche de WrestleMania après WrestleMania, a fait salle comble dans les arènes du monde entier et est devenu le visage du catch professionnel. Mais comme nous l'avons vu à maintes reprises, dans le catch, les amitiés ne durent pas éternellement. Leur première grande dispute a eu lieu au début des années 90, lorsque Hogan a quitté la WWE en 1993 à la suite du scandale des stéroïdes. En 1994, il rejoint la WCW, contribuant à faire du plus grand rival de la WWE une menace légitime. En tant que leader du nouvel ordre mondial, Hogan est directement responsable du déclin de la WWE pendant les Monday Night Wars. Vince le prend personnellement, se moquant de Hogan et d'autres anciennes stars de la WWE à la télévision, avec des parodies qui les dépeignent comme des has-beens délabrés. Malgré cela, Hogan et Vince se sont
réconciliés en 2002 pour une dernière fois, ce qui a conduit au match de Hogan contre The Rock à WrestleMania X8. Mais la paix n'a pas duré longtemps. En 2003, des divergences créatives ont conduit Hogan à se retirer une fois de plus. Vince, furieux, a enterré le personnage de Hogan et, une fois de plus, les deux hommes se sont retrouvés en désaccord. Jusqu'en 2010, où Hogan signe avec la TNA Wrestling, le plus grand concurrent de Vince à l'époque. Bien que la TNA ne soit jamais devenue un véritable rival de la WWE, la décision de Hogan a été perçue comme un nouvel acte de trahison. Pourtant, Vince et Hogan ont gardé intacte leur relation compliquée jusqu'en 2015. Cette année-là, une fuite d'un enregistrement de Hogan utilisant un langage raciste a fait surface, ce qui a conduit la WWE à couper tous les liens avec lui. Son nom a été retiré du Hall of Fame, ses matchs ont été supprimés des plateformes de la WWE et il a été effectivement effacé de l'histoire de l'entreprise. Il semblait que c'était enfin la fin. Mais s'il y a une chose que nous avons apprise, c'est que rien n'est jamais définitif dans le catch. Après des années d'exil, Hogan est revenu discrètement à la WWE en 2018. Vince McMahon a toujours su que les affaires passaient avant tout, et même après tout. Hogan reste l'un des plus grands noms de l'histoire du catch. Ces deux-là se sont peut-être trahis à de multiples reprises, mais si l'histoire a prouvé quelque chose, c'est que Vince et Hogan trouveront toujours un moyen de se réunir, peu importe le nombre de fois qu'ils se déchirent. Quelle trahison est la plus choquante selon vous? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.